Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles. Parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir, ça fait du bien. Bonjour Marlène, je suis ravie de t'accueillir chez Hope Stories. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Et toi? Ça va? Oui, ça va. J'ai eu une petite nuit un petit peu entrecoupée avec les puces, mais fraîchement ce matin, ravie de t'accueillir ici pour une nouvelle histoire pleine de bonheur et de rebondissements. J'ai hâte que tu nous racontes. Je pense que ça donnera bien espoir à beaucoup de femmes. Alors pour commencer, Marlène, tu viens, dans quelle région tu es? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je sais pas, ton âge et ta famille, voilà, de qui elle est composée? Oui, alors donc moi j'ai 36 ans. J'habite dans le Gard, entre Nîmes et Alès. Et donc j'ai mon mari, Damien. Et nous avons une petite fille de 5 mois qui s'appelle Eva. Et on a aussi 2 chiens, Foxy et Olaf, qui sont très présents. Là, je les ai mis dehors pour le podcast. Et puis après, bon, moi, je suis très, très proche de ma famille. Donc, voilà, j'ai aussi mes parents qui sont très présents, ma sœur, mes cousines. De mon côté, en tout cas, une grande famille. Tu es bien entourée, d'accord. Et j'aime bien alors commencer un peu le podcast pour que les gens puissent te découvrir un peu au niveau de ta personnalité. Si je demandais à Damien ou à ta cousine, qu'est-ce qu'il me dirait sur toi? Il dirait que tu es une personne... Alors, ça dépend. Non, mais je pense qu'il dirait que bon, je suis quelqu'un de plutôt gentil, de courageuse. Après, voilà, c'est un peu difficile de parler de soi comme ça, mais il faudrait leur poser la question directe. Mais bon, en tout cas, je suis très famille, ça c'est sûr. Voilà, bon, je suis quelqu'un affectueuse. Super, ben, merci à toi. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir parler de ton parcours de maternité, qui est plein de rebondissements, qui a été long aussi. Ça fait combien de temps, du coup, avec Damien, que vous êtes ensemble et à partir de quand vous avez eu cette envie de fonder votre famille? Alors, on s'est rencontrés en septembre 2016. Et bon, très rapidement, on a parlé enfant, surtout pour s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde. C'était important pour nous. Et on a lancé les essais bébés en mars 2019. Voilà. Donc on n'était pas encore mariés à ce moment-là. On s'est mariés après. Mais voilà, on s'est dit, allez, on y va. C'était le moment. On avait une situation stable tous les deux professionnellement, ensemble. Ça se passait très bien, on vivait ensemble. Donc on s'est dit, voilà, c'est le moment. C'est ça. Et alors, comment ça s'est passé ces premiers essais? Toi, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Oh, au début, franchement, on était plutôt patients. Moi, je savais que ça pouvait ne pas arriver tout de suite, que ça pouvait prendre quelques mois. Donc, vraiment sans pression au début. Vraiment, moi, vraiment, on s'est dit, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, il n'y avait pas de raison que ça ne vienne pas. Donc, moi, j'ai une grande sœur qui avait déjà 2 enfants. J'ai une cousine qui en avait déjà. Enfin, voilà, dans ma famille, ça commençait en plus à venir. Dans nos amis aussi, bon, voilà, tranquillement, non. Et puis au bout d'un an où ce n'est toujours pas venu, là quand même j'ai commencé à me dire, bon c'est bizarre quand même. Au bout d'un an, c'est assez bizarre. Donc je suis allée voir mon médecin, je lui en ai parlé, elle m'a posé plein de questions, elle était super. Et bon, tout de suite elle m'a parlé d'endométriose. Pourquoi? Et Qu'est-ce qui t'a parce que j'avais alerté? beaucoup de douleurs, mais depuis très longtemps, hein, j'en avais déjà parlé à d'autres médecins, mais bon, voilà, hein, comme on entend, ouais, c'est normal. Et
Et la première à m'en avoir parlé, c'était ma sœur, quand j'étais plus jeune, qui trouvait que c'était pas normal que j'avais autant mal et qui m'en avait parlé. Mais bon, bah, en fait, moi, je lui avais répondu ce que les médecins me répondaient. Oui, bon, j'ai mal, quoi. Et donc, mon médecin me prescrit une IRM pelvienne et pour donc suspicion d'endométriose et me conseille d'aller voir une gynécologue spécialisée dans la fertilité. Donc je fais cette IRM en août 2020. Donc je me renseigne beaucoup sur l'endométriose et il y avait plein de symptômes qui correspondaient, pas seulement la douleur pendant les règles, hein. C'est aussi en dehors, c'est aussi pendant les rapports, après les rapports, enfin voilà, tout le temps, beaucoup de fatigue, problèmes intestinaux, tout ça, enfin il y avait beaucoup de choses quand même qui ressemblaient. Donc je vais à cette IRM en me disant, je pense vraiment qu'il y aura quelque chose. Même mon mari, on était persuadés. Je ressors de l'IRM, rien du tout. Bizarre quand même, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Oui. Donc nous allons voir la spécialiste de la fertilité. Et pareil, elle nous pose plein de questions et tout de suite, elle me dit, je pense que vous avez l'endométriose. Je lui dis, mais sur les RM, il n'y a rien. Elle me dit, oui, mais ça ne veut rien dire. Et on se dit, donc en fait, on fait des examens, mais on n'est pas sûr du résultat. Et donc, bon, elle m'explique qu'il y a des lésions qui se voient pas, il faut aussi que ce soit fait par des spécialistes. Elle me parle d'une célioscopie. Donc, c'est une opération chirurgicale, mais elle me dit, avant de faire ça, qui est quand même assez, une opération assez invasive, on va faire tous les autres examens. Mon mari et moi, on s'y colle. Je fais une prise de sang, je n'ai jamais donné autant de sang. Je crois, même en donnant mon sang, je suis pas sûre que j'en avais donné plus. Damien fait aussi un spermogramme, une prise de sang. Je fais l'hystérosalpingographie. Fantastique. Le pire examen de ma vie. Dans un centre quand même, un centre pour la femme. Et quand même, où je me suis retrouvée à pleurer sur la table, voilà, j'ai trouvé quand même assez étrange ce centre pour la femme, on traite les femmes comme ça. Mais bon, bref. On donne les résultats pareil dans un couloir en me disant juste ouais bah tout est normal, merci, au revoir. Au final, il y a quand même un passage qui était modéré, c'était pas non plus hyper fluide. Bon. Donc on voit ma gynécologue avec tous ces résultats. Déjà, ah oui, elle m'avait fait faire des prises de sang pour les recherches génétiques, ce qu'on ne fait pas en général au tout début. Et bon, elle le faisait, et tant mieux, parce que donc on a vu que j'avais une mutation du gène MTHFR et du facteur 2, donc au niveau de la coagulation du sang. Et mon mari, lui, ça allait. Donc voilà, ces trompes qui fonctionnaient, mais pas non plus, c'était pas hyper optimal, mais bon, ça allait quand même. C'était pas dramatique. Donc là, quand même, elle me dit, ce serait bien que je fasse la célioscopie. Donc moi j'étais pour parce que au moins je voulais savoir. Donc je vais voir une chirurgienne avec Damien, heureusement qu'il était là. Donc ça en janvier 2021. Et pendant le rendez-vous, elle était pas trop pour m'opérer parce que elle pensait pas que j'avais de l'endométriose. Elle me disait, oh, on voit rien, vraiment à l'IRM, il n'y a rien, parce qu'elle avait regardé le CD. Alors, elle me dit quand même, bon, je suis pas sûre. Et Damien insiste surtout sur mes douleurs. Il dit, mais elle a très mal, c'est pas normal. Et là, quand même, elle dit non, c'est pas normal. Donc, elle a été OK pour m'opérer. Elle me dit, donc on fait ça mi-février. Elle dit, ça va durer une demi-heure. Si on trouve quelque chose, on enlève, mais voilà, quoi, ça a pas, c'est pas une grosse opération. Donc le jour j'y arrive et l'opération a duré 3 heures. Parce qu'en fait, il y en avait partout. J'avais en fait les trompes, les ovaires collés à l'utérus. Donc d'une sûre ça pouvait pas fonctionner, que c'était très douloureux. Bon, j'en avais pas ailleurs, heureusement. Et donc elle a pu tout nettoyer, sauf sur la trompe gauche où elle m'a dit qu'elle en avait laissé pour pas l'abîmer. Donc j'ai mis 1 mois à m'en remettre quand même de l'opération et j'ai découvert que effectivement j'avais beaucoup de choses liées à l'endométriose parce que pour moi ça a été vraiment un soulagement, vraiment. La différence vraiment Ouais. dans ton quotidien. Oui. Mes règles qui durent plus d'une semaine, maintenant ça dure 3-4 jours. Forcément, on souffre moins, moins de douleur en dehors, plus de douleur pendant les rapports, ni après. Enfin, vraiment, ça a vraiment soulagé mon quotidien. Au moins ça. Et donc après, en mars 2021, je vois une autre gynéco spécialiste de la fertilité à côté de chez moi parce qu'on a déménagé entre-temps. Et donc spécialiste aussi de l'endométriose. Donc elle me dit, bon, je vous laisse 6 mois. Et si au bout de 6 mois, vous n'êtes pas enceinte, on passera par les FIV. Directement en FIV, parce qu'avec de l'endométriose, c'est mieux, il y a de meilleurs résultats. Donc au bout de 6 mois, toujours rien. Donc on commence la première FIV. Donc ça, c'était en septembre 2021.
La FIV se passe plutôt bien. Traitement, bon, ça va. Quelques effets secondaires, on va dire que ça allait. La ponction se passe très bien. Donc les résultats de la ponction sont plutôt bons. J'avais quand même plusieurs ovocytes matures, entre 8 et 10, je ne sais plus exactement. Donc ce qui est pas mal. Sauf qu'au moment de la fécondation, il nous en restait qu'un seul. À chaque fois, à chaque FIV, d'énormes pertes en fait au moment de la fécondation. Et donc, il pousse quand même cet embryon à J5 et ça devient un bel embryon J5 qui nous transfère. Donc ça, c'est le meilleur moment, hein, des FIV, le transfert, ça c'est super. Et puis au bout de 10 jours, je commence à avoir de très très légers saignements, très légers. Donc je me dis, bon, c'est foutu quoi. Je vais faire ma prise de sang. Et là, en fait, c'était positif, mais avec un taux très bas. Donc j'appelle l'hôpital et ils me disent, bah refaites une prise de sang dans 48 heures. Mais bon, ça sent pas très bon. Donc ça, c'était le mercredi. Vendredi matin, je me prépare pour donc aller faire ma prise de sang. Et dans la salle de bain, je sens une douleur qui n'a duré que quelques secondes, mais extrêmement forte. Et quelque chose qui passe, enfin, qui descend. Donc je vais aux toilettes et en fait là je vois une grosse poche, enfin grosse, plus gros qu'un caillot de sang quand on a nos règles, avec un point blanc au milieu. Donc je comprends tout de suite que bah, c'est l'embryon qui s'est décroché et que j'ai évacué. Je vais faire la prise de sang et le taux avait doublé. Le corps n'avait pas encore compris en fait que c'était fini. Donc c'est ce qu'on appelle une grossesse biochimique. C'est voilà une fausse couche très très précoce. Donc ça a été compliqué quand même. Je m'y attendais pas. Pour moi, soit ça marchait pas. Ou s'il y avait fausse couche, ce serait plus tard. Pas là où on passe quand même quelques jours en se disant mais c'est bon, c'est pas bon. Voilà, c'était assez compliqué. Donc on était aussi déçus de pas avoir d'autres embryons au congélateur. Il fallait tout recommencer. Donc c'est ce qu'on fait en janvier 2022. Pareil, on n'a qu'un seul embryon transféré, un J3 qui ne s'accroche pas. Là déjà, la ponction, c'était un peu plus compliqué. La récupération, ça s'est pas passé comme la première. J'ai tout senti. Bon, c'était bizarre. Mais bon, je m'en remets quand même. La FIV ne fonctionne pas. On fait la troisième. On se dit, parce que pas d'autres transferts, en fait, c'était hyper frustrant de pas avoir d'autres chances. Donc, on se dit, bon, allez, on en fait encore une. Bah, à la base, on s'était dit, on n'en fait qu'une. Hein. Ouais. Donc, à chaque fois, dans mon centre, ils changent de protocole. Donc, ça, c'est bien parce que, voilà, on ne refait pas la même chose, quoi. On essaye de faire mieux. Donc, troisième FIV en juin 2022. Et là, la ponction, ça a été une horreur. Et, bah, j'ai encore une fois tout senti. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, ce que je n'avais jamais fait. Donc, d'ailleurs, on n'a même pas compris que c'était ça. Et pour te dire, j'ai fait la ponction le mardi et j'ai fait une crise d'angoisse qui a duré jusqu'au jeudi. Donc je n'ai pas dormi. On a même été aux urgences parce qu'on ne savait pas que c'était une crise d'angoisse. On se disait c'était peut-être une hyperstimulation. C'était quoi les symptômes? Et ben alors j'avais du mal à respirer. Je ne pouvais ni m'asseoir ni m'allonger. J'ai fait les 100 pas chez moi pendant 2 jours. J'en avais mal aux jambes quand je marchais. Je vomissais. Je tremblais, enfin l'horreur. Oui, donc c'est vrai que ça aurait pu ressembler à une hyperstimulation un peu Oui. dans l'idée. C'est pour ça qu'on a été aux urgences quand même le mercredi, je crois, mercredi soir. On a été aux urgences et bon, ils nous ont dit non, mais même eux, ils nous ont pas dit c'est une crise d'angoisse. Hein. Ils ont juste dit non, bah tout va bien, rentrez chez vous. Et puis jeudi, j'avais fait une consultation en visio avec un généraliste. Et c'est lui qui m'a dit, bah, je pense que ouais, c'est une crise d'angoisse, c'est une angoisse. Donc il m'a prescrit des anxiolytiques légers. Et ça m'a aidé quand même à calmer les crises d'angoisse. Et dans tout ça, on a fait un transfert de 2 embryons. Cette fois, on en avait 2. Le vendredi. Mais alors, bon, j'étais dans un état lamentable. Quoi. Vraiment lamentable. Ça s'est pas accroché, évidemment. Et le problème, c'est que j'ai fait des crises d'angoisse pendant plusieurs mois après. Et en fait, ce qui les provoquait, c'était quand j'étais un peu malade. Mais même un mal de tête provoquait la crise d'angoisse. Et j'ai compris bien plus tard, bah, en fait, là, l'été dernier, quand j'ai fait un rendez-vous avec un anesthésiste de l'hôpital pour notre 4e FIV, je lui ai raconté tout ça parce que moi, du coup, on a dit, la PMA, on arrête. Mais plus jamais je vais au bloc opératoire. Plus jamais. Et quand je lui ai raconté, il a regardé mon dossier et en fait, il a vu qu'à la 2e ponction et 3e, ils m'avaient beaucoup moins sédaté. Pourquoi, je ne sais pas. Et donc, j'avais tout senti et puis bah, mon corps, c'était vraiment du stress post-traumatique en fait que j'ai fait. Donc, j'ai fait des séances de MDR pour voilà, enlever tout ça. Mais c'est vrai que ça a été long et compliqué. Donc voilà, on s'était dit on arrête la PMA.
Fini, on verra. Et puis en même temps, en parallèle de tout ça, nous, on avait aussi un projet d'adoption parce que moi, j'ai toujours voulu adopter depuis petite. Et Damien, lui aussi. Donc là, on s'est bien trouvés. Et donc, on a entamé les démarches en même temps que la première FIV. Donc, c'est aussi long hein, pour avoir l'agrément. On a plusieurs rendez-vous, 3 avec l'assistante sociale, 3 avec la psychologue. Et donc là, on décortique toute notre vie. Voilà, on doit dire pourquoi on veut avoir des enfants, comment on sera, tout ça. C'est assez lourd parce que ce sont des rendez-vous d'une demi-journée à chaque fois. Donc, on fait ça en parallèle. Et puis, en janvier 2023, je tombe enceinte, naturellement. Ce n'était jamais arrivé. D'ailleurs, j'ai eu un peu de retard, mais je me suis pas précipitée, hein, parce que pour moi, voilà, ça allait venir. Et puis bon, ne venant pas quand même, j'ai fait un test qui était positif, les taux étaient bons. Donc là, vraiment, on s'est dit, bah c'est bon, quoi. Ça arrive enfin, vraiment. Moi, franchement, je me dis, si ça arrive naturellement, c'est pour que ça dure, quoi, parce que sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Et moi, je m'étais dit, tant que je ne saigne pas, c'est que tout va bien. Voilà, je m'étais dit ça. Et puis, donc, on avait l'écho de datation fin février. Et la veille, la nuit qui précédait ce jour-là, je rêve que je fais une fausse couche, que j'arrive à l'hôpital et que je saigne, je saigne, je saigne. Alors, je fais souvent des cauchemars, mais là, quand je me suis réveillée, c'est resté. Et je me suis dit, enfin, j'avais vraiment un mauvais pressentiment. On arrive à l'échographie. Là, en fait, elle ne voyait pas l'embryon. Donc, le sac, lui, avait continué de grossir, mais pas l'embryon. Donc, c'est ce qu'on appelle un œuf clair. Et donc, j'ai refait un contrôle une semaine après, c'est le protocole, mais bon, super la semaine. Et puis, bah, j'ai dû prendre des médicaments pour les vaccins. Voilà, donc là, ça a été assez compliqué aussi. Et donc, après, bon, j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Je voulais même plus essayer, plus rien, ni naturellement, ni rien. Voilà. Et puis en plus, ça dépend tellement des personnes. Il y a des personnes qui veulent tout savoir, d'autres non, parce que justement, après, on pense qu'à ça. Moi, j'avais déjà entendu que voilà, l'œuf clair, ça pouvait arriver, mais je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis en tête que s'il se passait quelque chose de mal pendant la grossesse, on saignait. Donc vraiment, moi, je pensais que tant que je saignais pas, c'est que ça allait. Et en plus, j'avais des symptômes de grossesse. Vu que le sac, lui, Ah oui. continuait de grossir, et lui, il n'avait pas compris que fallait qu'il arrête. Donc ouais, en fait, en plus, je trouve que dans la PMA, on peut même plus faire confiance à son corps. On n'a plus confiance parce que déjà avec les traitements, voilà, on a plein de symptômes liés au traitement, mais qui peuvent aussi correspondre à des grossesses. Et puis là, je veux dire, il aurait dû l'évacuer tout seul pour moi. Mais bon. Après, voilà, ça arrive. Mais donc là, ouais, ça faisait déjà plusieurs années qu'on essayait, donc c'était compliqué. C'était compliqué. Et puis je me rappelle quand je l'avais annoncé à Damien, je crois que je l'avais jamais vu aussi heureux. Et donc c'était aussi dur pour lui aussi, ça a été compliqué. Mais on vit pas les choses de la même façon, pas au même moment. Donc c'est pas évident non plus pour le couple. Hein. C'est compliqué. Donc bon, on laisse passer quelques mois. Et puis bon, à la fin de l'été, il y a l'envie qui revient quand même. Donc je dis à Damien, on pourrait peut-être essayer. Enfin, quand j'ai essayé naturellement, en vrai, on n'avait jamais cessé d'essayer vu qu'on se protégeait. Mais je veux dire vraiment le faire exprès. Voilà, bon. J'ai par contre un cycle super régulier. Je sais parfaitement quand j'ovule. Donc on peut cibler. Donc bon, il me dit, oh, bon, on fait un peu, mais bon, c'était pas non plus. Voilà, on n'était pas non plus plein d'espoir. Et puis, en janvier 2024, moi, j'avais envie quand même de reprendre la PMA, mais pas en FIV. S'il nous restait donc une FIV, vu qu'en France, c'est 4 FIV remboursées. Et on avait aussi commencé à parler de dons d'ovocytes à l'étranger, ce qui coûte cher, que c'était aussi financièrement compliqué. Et j'étais pas à 100% convaincue non plus. Voilà. Alors déjà, le fait de payer pour un enfant, je trouve ça... Après, on doit le faire, hein. Mais c'est vrai que moi, ça me gêne quand même un petit peu. Après, que ce soit mon enfant, ça, je m'en fiche. Hein. On était dans un parcours d'adoption. Oui. On se doute que c'était pas mon inquiétude. Mais bon, voilà. Et donc, pendant ce temps-là, en même temps, le même mois de l'interruption de grossesse, on a eu l'agrément pour l'adoption. Voilà. Donc ça, l'adoption, c'est aussi les montagnes russes en tant que la PMA. Parce que donc, une fois qu'on a l'agrément, qui est valable 5 ans, on attend. On attend et aussi dans le Gard, ils font des recherches inversées. Donc ça veut dire qu'ils ont un bébé ou un enfant à placer et ils appellent les potentiels parents
pour leur demander, leur en parler, savoir s'ils veulent se positionner ou pas. Donc en général, ils font ça pour les enfants un peu grands ou à besoins spécifiques. Parce que quand on fait l'agrément, on a ce qu'ils appellent une notice, pas très beau comme nom, c'est comme ça que ça s'appelle, où on dit ce qu'on souhaiterait. Donc nous, on avait une notice qui était assez large parce qu'on voulait un enfant de 0 à moins de 6 ans. Et on était ouvert aux besoins spécifiques, mais qui n'entravent pas l'autonomie. Donc, pour ces recherches inversées, on nous a appelés 3 fois en 1 an et demi. Mais on s'est positionné qu'une seule fois et on est passé en conseil de famille, mais on n'a pas été retenu. Mais donc à chaque fois, c'est aussi des... Mais oui, ça, dis donc, au niveau émotionnel. Exactement. Le jour où on s'était positionné pour cet enfant-là, je crois qu'on a attendu 1 mois pour avoir la réponse quand même. Hein. En plus, le jour où on a la réponse, ça va très vite. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, mais bon. Voilà, ça c'était un peu en même temps. Et donc en janvier 2024, on retourne en PMA, mais on fait des stimulations simples. Donc autant quand on a déjà fait 3 FIV, et on les fait les doigts dans le nez. Hein. Oui, c'est ça. En fait, toi, ce qui vraiment te bloquait, c'est cette ponction, en Oui, fait. exactement. Comment ça? Vraiment la ponction. Et puis bon, le corps est quand même très maltraité. Hein. Pendant la PMA, j'étais très stimulée. Moi, j'ai pris beaucoup de poids. Mon corps même a changé. C'est aussi pour le corps dur de vivre tout ça. Donc les stimulations, c'est moins dosé aussi. C'est moins long, c'est moins dosé. Donc c'est vrai que bon, c'était pas mal pour remettre le pied dans la PMA. Donc on en a fait 4, je crois, février, mars, avril, mai, 5. 5, bon, qui n'ont rien donné, bien évidemment. Et on a laissé passer l'été. Mais là, quand même, l'envie de faire la 4e FIV revenait. Donc j'avais été voir ma gynécologue et je lui dis, parce qu'elle me parle de cette 4e FIV, elle me dit quand même le mieux ce serait de faire la dernière FIV. Je dis, oui, d'accord, mais on fait comment? Moi, je ne peux plus faire de ponction. Donc je lui rappelle les crises d'angoisse et tout, et elle me dit, si vous voulez, nous au sein du service, on a une aide-soignante qui est sophrologue. Donc elle a l'habitude de tout ça, elle est vraiment très bien, allez la voir. Bon, d'accord, je me dis pourquoi pas. Moi, je suis très ouverte aux médecines douces, donc je me dis pourquoi pas. Et en fait, on a préparé la FIV pendant plusieurs mois. Donc, elle fait de la sophrologie, le MDR, on a refait le MDR, vraiment lié à la ponction. On a fait de l'hypnose et donc on a travaillé de septembre à mars. Et cette fois, je me suis dit aussi, je fais confiance aux médecins, mais c'est pas assez. Donc vraiment, j'ai préparé comme un marathon. Quoi. La 4e FIV, je l'ai préparée à partir de septembre. J'ai arrêté. Là, j'étais pas colique, hein, mais de temps en temps, le week-end, on prenait un petit apéro, donc j'ai arrêté. Et après, il y a eu les fêtes, là, on en a un peu profité, mais sinon, voilà, l'hygiène de vie, j'ai arrêté plein de choses. Après, j'ai déjà une hygiène de vie pas trop mal, mais pas spécialement fertilité, tu vois. Donc là, vraiment, j'ai tout revu, les compléments alimentaires, tout ça. Et donc, on a fait la ponction en mars, donc de cette année. Alors, j'ai fait une petite crise d'angoisse juste avant d'aller au bloc. Je pense, tu sais, c'était même la peur de faire une crise d'angoisse. Voilà. Et par contre, à partir du moment où on est venu me chercher, plus rien. Et vraiment, au bloc, en plus, c'était ma gynécologue. Donc, j'avais toute confiance. Anesthésiste, je lui ai rappelé. Osez bien plus fort. Même anesthésie générale. Hein. Et elle m'a dit, mais vous inquiétez pas. Voilà. C'était ce que j'allais dire. En général, du coup, voilà, au moins, comme ça, tu saurais. Ouais, c'est ce qui était prévu. Au final, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien. Mais vraiment, hein, j'étais allongée. Et donc, je lui raconte. Et elle me dit, je vous promets, vous ne sentirez rien. Mais même pas 5 minutes après, je dormais. Je ne sais pas. C'est un gros dodo. Voilà. Et je me suis réveillée parce que les réveils aussi, enfin, l'après était très dur. Donc, j'avais peur. Et en fait, je me suis réveillée tout de suite en salle de réveil, à peine arrivée, et impeccable. Et je m'en suis très, très bien remise et aucune crise d'angoisse, rien du tout. Donc, vraiment, ça a été chouette. En plus, j'ai jamais eu autant d'ovocytes ponctionnés. Au final, on n'a eu qu'un seul embryon encore. Mais un J6, cette fois, ils l'ont poussé au maximum. Et c'était prévu qu'ils le mettent au congélateur pour que je puisse faire une biopsie de l'endomètre. Voilà, ça, c'était aussi quelque chose que je voulais pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté parce que c'est la dernière. Et donc ça, c'était le 19 mars, la ponction. Donc c'était prévu que je fasse la biopsie le cycle d'après. Et puis le 28 mars, à midi, on m'appelle, une des assistantes sociales de l'adoption,
Et en fait, nous, on avait rendez-vous le 1er avril pour l'actualisation des 2 ans. C'est toujours comme ça. Donc moi, je me suis dit, bon, elle m'appelle parce que elle veut reporter le rendez-vous. Oui. Bon. Alors elle me dit, bon, vous avez bien rendez-vous avec l'autre assistante sociale mardi? Oui, oui. Rien n'a changé dans votre situation? Je dis non, je me dis, mais pourquoi elle me demande ça? On se voit mardi. Pourquoi? En fait, je comprends pas. Je me dis, vraiment, je comprends pas. Je dis oui, non. Elle me dit, bon, on va changer un petit peu vos plans. Mardi, vous allez venir me voir à Nîmes parce que on a un bébé pour vous. Alors là, bon, évidemment, j'ai pleuré. Et je lui dis, c'est vrai? Elle me dit, oui, oui, c'est pas un poisson d'avril, hein. Et bon, vraiment, là, on passe dans une autre dimension. On se dit, mais c'est fou, quoi. Mais je pose même pas de questions. Parce que de toute façon, je sais que déjà par téléphone, ils donnent pas beaucoup d'infos. Mais je demande même pas une fille, un garçon, quel âge. Je demande rien. Donc, elle, au bout d'un moment, quand même, elle me dit, c'est une petite fille et elle a tout juste 2 mois. Je dis, d'accord, super. Et elle me dit, bon, je vous laisse appeler monsieur et je vous rappelle après. Donc, j'appelle Damien, qui en plus était un peu occupé. Alors, je lui dis, on va avoir un bébé. Il me dit, quoi? Oui, l'adoption m'a appelé, on va avoir un bébé. Il me dit, mais on n'est pas passé en conseil de famille. Parce que là, du coup, il n'y avait pas eu de recherche Oui. inversée. Quand c'est un bébé en bonne santé, il n'y a jamais de recherche inversée. On passe direct en conseil de famille sans le savoir et on le sait seulement si voilà, on est choisi. Et donc, j'ai dit, bah si, mais on le savait pas. Il me dit, bon, je comprends pas tout, je te rappelle. Je crois qu'il a vraiment pas capté. Et donc, l'assistante sociale me rappelle. Elle me dit, alors, vous l'avez eu? Je dis, bah oui, mais je crois qu'il a pas bien compris. Elle me dit, bon, je l'appelle. Et donc, elle l'a appelé. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit, c'est bon, hein, j'ai eu l'assistante sociale, j'ai compris. Ah, c'était assez drôle, mais tu sais, tu l'attends, mais tu sais, comme tu ne sais pas quand ça va arriver. Ah, c'est ça. Voilà, tu ne sais pas non plus ce qui va arriver, parce que quand tu as une notice aussi large, mais on aurait pensé, nous, avoir un bébé en bonne santé, quoi, vu notre notice. Et donc après, évidemment, j'ai appelé toute la famille. Et voilà, et donc là, ça va très vite, hein, parce que donc elle me dit, bah, on se voit mardi. Vous arrêtez de travailler mardi. Tous les deux, vous êtes en congé d'adoption. Donc, vous la rencontrez mardi après-midi à la pouponnière. Mercredi, vous venez passer la journée avec elle à la pouponnière. Jeudi, on vous l'emmène et vendredi, vous rentrez avec elle. Donc en fait, bah, vous n'avez que quelques jours pour tout préparer. Ah, le week-end pour Voilà. go. Tu vois, d'habitude, on a 9 mois. Nous, on a eu le week-end qui était en plus à la base très chargé parce qu'on avait pour le week-end notre nièce qui s'était prévue depuis longtemps. On avait prévu de l'emmener au cirque. On voulait pas annuler. On s'est dit, bah oui, on fait tout. Hein. Bon, c'était drôle. Mais moi, j'ai pas dormi. Hein. Parce qu'en plus, en fait, tu sais, je réalisais pas. Donc, j'avais peur que si je m'endormais, de me réveiller, Ah oui. que ce soit faux, en fait, que je l'avais tellement rêvé. Donc, ouais, on n'a pas dormi pendant une semaine, mais pas à cause du bébé. Enfin, si, mais pas parce qu'elle était là et qu'elle nous empêchait de dormir. Et donc, arrive mardi, on était tous, tu sais, excités, stressés. Donc, on arrive au service adoption, parce que donc, le matin, c'était au service adoption que nous, pour qu'ils nous parlent un peu de la petite, tout ça. Et alors, en me voyant, elle me dit, c'est pas un poisson d'avril, hein, je vous l'avais dit, hein, parce qu'on était le 1er avril. Je dis, Ah oui, de toute façon, moi, je repars pas, en fait, hein. Je repars pas sans elle, hein, sans l'avoir vue. Et franchement, vraiment, c'est hyper bien fait, l'adoption. Donc, il y avait je crois que c'était le directeur adjoint qui est venu nous féliciter. Et puis après, donc, il nous parle d'elle. Et ils avaient mis des photos dans une petite pochette avec un ruban. Et ils sont sortis de la pièce pour nous laisser découvrir les photos que tous les deux. Et tu vois, ça, j'ai trouvé ça sympa aussi. Et vraiment, je trouve que c'était toute la semaine, et puis même encore, parce que ça dure plusieurs mois quand même, on a un accompagnement. Mais tout de suite, ils nous mettent dans la posture des parents. Tu vois, c'est vraiment, on est parents. Et eux, ils sont juste là pour nous accompagner. Donc ça, j'ai trouvé vraiment chouette. Donc on voit ces petites photos, elle est trop belle évidemment. Et donc le mardi après-midi, on va la rencontrer. On était stressés. Je te raconte même pas. Et donc ils arrivent avec elle dans la pièce. Elle était toute petite, 2 mois. Hein, parce que donc elle est née le 27 janvier et on était le 1er avril. Donc elle avait vraiment 2 mois quoi. Et alors tout de suite, elle m'a regardée et elle n'a plus lâché mon regard. Tout le temps qu'on est resté avec elle. Et quand même, vers la fin, elle a regardé un peu son papa. Au début, c'était moi. Et bon, on l'a rapidement prise dans les bras. Et a tout de suite souri. C'était magique. C'était fou. C'était irréel. Et puis, le mercredi, on a passé la journée avec elle. Donc là, on s'en est vraiment occupé comme si on était chez nous. Et puis après, jeudi, ils l'ont emmenée. Donc là, et puis bon, comme on travaillait pas, on était vraiment tous les deux. On faisait tout à deux, tu vois. Le bain, le couche, le biberon, tout à deux.
Puis bah vendredi, on a été la chercher, puis on l'a ramenée. Et puis voilà, on s'est après adapté tous les trois. Et bon, c'est un bébé facile. Franchement, c'est un bébé facile. Elle dort bien, elle mange bien. Vraiment, on a de la chance, elle a toujours fait ses nuits. Donc aujourd'hui, elle a 5 mois, pratiquement 6. Dans 2 jours, elle a 6 mois. Et voilà. Et donc en fait, dans le protocole, on doit passer en jugement pour qu'officiellement, elle soit vraiment notre fille. Là. En fait, en placement en vue d'une adoption chez nous. Et on demande le jugement 6 mois après son arrivée. Donc ce sera en octobre et je pense que d'ici la fin de l'année, elle portera notre nom parce que pour l'instant, elle ne porte pas nom. Ça va être aussi deuxième étape aussi. Ouais. Vraiment, ça finalise tout ça et vraiment créer votre famille. Ouais, voilà. Moi, j'ai eu la larme à l'œil. Bah, c'est comme un accouchement quand tu découvres pour la première fois ton enfant. Ah Enfin, je veux oui. dire, c'est comme tu dis, c'est hyper rapide. Voilà, quand tu es enceinte, tu as 9 mois pour te préparer et là, c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, on a attendu 6 ans, mais en 2 secondes, on est devenus parents. Tu vois, à partir du moment où elle nous a dit, on a un bébé pour vous, bah c'est bon, on était parents. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est rapide et en même temps très long. C'est vrai que, ouais, c'est particulier. Et du coup, en plus, il te reste un petit embryon de côté si jamais plus tard. Et oui, et effectivement, voilà, on a reporté, voilà, on s'est dit, on profite quand même, on profite d'Eva parce que ça passe tellement vite. Et de toute façon, il est au congèle, hein, il nous attend. Et, Voilà. mais oui, le but, c'est aussi qu'il y en ait un deuxième si c'est possible. On a toujours voulu plusieurs enfants. On est déjà content d'en avoir un parce que ça aurait pu ne jamais arriver. Donc... Ça nous fait relativiser après des parcours comme sur la chance qu'on a. Et oui, en tout, en début de vos essais et maintenant, il y a eu 6 ans, du coup, c'est ça 6 ans, 4 FIV, quelques stimulations simples, l'adoption. Ouais. Et l'adoption, du coup, entre le moment où vous avez fait la toute première démarche et où vous avez eu Eva dans les bras, 2 ans 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ah oui, parce que oui, 1 an et demi pour avoir l'agrément. Ouais. Et 2 ans d'attente. Et 1 semaine entre le coup de fil et l'avoir à la maison. C'est ça. Ah, super. Et du coup, par rapport à tout ce parcours que vous avez enduré, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Quelle est la force que ça te fait maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi? Peut-être une transformation que tu trouves que tu es peut-être différente dans ta façon de voir les choses dans la vie ou je sais pas. Alors c'est sûr que ça nous change profondément. Pas forcément, enfin ni en bien ni en mal, tu vois, c'est juste que, bah oui, forcément on change, mais même à la limite peut-être que parfois on devient un peu plus dur, un peu plus rigide parce qu'on se protège, tu vois. On est obligé, je veux dire, le nombre d'annonces de grossesse, enfin chaque fois c'est comme si on nous donnait une gifle, quoi. Et puis c'est surtout qu'on a l'impression d'être schizophrène parce que on est super content pour les personnes, parce qu'on veut pas qu'ils passent par ce que nous on est passé. Mais d'un autre côté, on se dit que c'est injuste par rapport à nous, pas eux. Eux, c'est normal, tu vois, qu'ils aient des enfants et tout, ils le méritent. Mais on se dit, mais c'est pas juste, pourquoi nous, on n'y arrive pas, quoi. Et ça, à chaque fois, c'est hyper dur. On est obligé de se protéger, tu vois. Sinon, c'est pas vivable. Donc, ça nous change, ça c'est sûr. Et par contre, tu vois, c'est qu'aujourd'hui qu'elle est là, je pense qu'on en profite 10 fois plus. Ou vraiment, tous les jours, je me dis, mais j'aurais pu ne jamais vivre ça. Donc forcément, même les pleurs, tu vois, même... Alors oui, sur le coup, c'est un peu... Mais d'un autre côté, tu te dis, bon, franchement, c'est pas grave. Voilà, c'est pas ça que... Et je préfère ça que ne pas avoir de pleurs du tout parce qu'elle n'aurait pas été là, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, ouais, qu'on réalise la chance qu'on a, en fait. Que quand ça vient facilement, on se dit, bah c'est normal. Et puis c'est censé être normal. Tu vois que ça arrive, peut-être pas forcément du premier coup, mais que ça arrive quand même facilement, assez rapidement, c'est normal. Et donc on se rend pas compte que ça peut ne pas être normal. Et je dis pas que les autres n'en profitent pas, ils en profitent aussi. Mais je pense qu'on en profite encore plus. Voilà, vraiment, je pense que ouais, on réalise vraiment ça, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la Marlène alors pas 6 ans, mais genre 5 ans ou 4 ans quand voilà, elle voyait que c'était dur, qu'il fallait se faire opérer, que ça marchait pas, que les ponctions ça...
ça marchait pas, qu'est-ce que tu pourrais si tu pouvais lui glisser En quoi? fait, moi, j'aimerais juste lui dire que ça va marcher, qu'elle va être maman, parce qu'en fait, c'est ça le plus dur, là. Encore, si tu vois, on nous disait, bon, tu vas galérer pendant des années, mais au bout, t'es sûr, il y aura un bébé. Bon, tu vis les choses autrement, mais tu sais pas. Tu sais pas si ça va marcher. Tu sais pas quand, mais surtout, tu sais pas, malheureusement, on en a autour de nous des personnes beaucoup plus âgées que nous qui n'ont jamais eu d'enfants. Donc, ça peut arriver aussi. Heureusement, c'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, ça fonctionne d'une façon ou d'une autre, mais on ne le sait pas quand on est dans ce parcours. Et donc, j'aurais bien aimé le savoir. Ouais, j'aurais bien aimé le savoir, ça aurait été plus facile à vivre. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans tout ce parcours? Si tu avais là des mamans qui t'écoutent là, qui sont justement encore qui ont des doutes sur la suite, qu'est-ce qui vraiment a été la clé pour toi pour réussir à avancer et à pas perdre espoir? Moi, je pense qu'il faut déjà s'entourer des bonnes personnes, des personnes vraiment soutenantes, tu vois. Vraiment pouvoir avoir au moins une personne à qui on peut tout raconter. Ça, je trouve c'est hyper important. Et en général, c'est pas son mari. C'est pas contre C'est lui, vrai. hein, c'est pas du tout. Mais parce que même si il le vit aussi, donc il devrait être la personne la plus adaptée, mais il l'est pas parce qu'on vit pas les choses de la même façon et pas au même moment. Donc c'est pas lui, c'est sûr. Donc avoir une autre personne vraiment à qui on peut tout dire. Moi, je sais que, bon, moi personnellement, c'était ma mère. Du début à la fin, mauvais moments comme les bons moments, voilà, elle a toujours été là et elle m'a toujours écoutée. Mais même pendant mes crises d'angoisse, 1h du matin, on était au téléphone parce que enfin, au moins, voilà, essayer enfin vraiment, voilà, d'avoir une personne comme ça, je pense que c'est important. Et de s'écouter aussi. Pas seulement écouter les médecins, il le faut, parce que ils sont là aussi pour ça. Mais je pense que ils sont pas à notre place. Il faut pas hésiter à déjà leur poser des questions, et remettre eux en question, tu vois, à demander d'autres avis. Je pense que ouais, et de se renseigner aussi beaucoup soi-même, parce que eux parfois, tu sais, ils ont des protocoles en tête. Et de toute façon, c'est que ça, ce sont que des protocoles qui ne sont pas personnalisés souvent. Et c'est normal, ils peuvent pas. Donc, nous, on peut leur apporter des choses. Après, il faut avoir des professionnels de santé. Moi, c'était le cas. C'est vrai, parfois, je disais, mais si on fait ça ou ça ou... Et comme tu vois, la biopsie là, de l'endomètre, et on me l'a pas proposé. C'est moi, je leur ai dit, je veux faire ça. Voilà, plein de choses comme ça, parce qu'en plus, tout ce qui n'est pas remboursé, forcément, souvent, ils nous en parlent pas. Voilà, il y a plein de vraiment s'écouter et voilà, d'apporter, de pas se dire que on écoute et on fait, tu vois, de vraiment être actrice de ce parcours Je suis important. d'accord avec ça. Parfait. Et écoute, je trouve que c'est la bonne note de fin pour cet épisode. Tips à donner à toutes ces mamans, futures mamans qui sont voilà, encore un essai et qui, j'espère, pourront passer un jour au micro pour raconter qu'enfin elles sont devenues mamans comme toi. Voilà, on en a discuté avant. La boucle est bouclée et merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et ouais, tu vois, les cases comme ça, c'est hyper important parce que on se sent très seul dans ce parcours. C'est vrai, je l'ai pas dit, mais ouais, on se sent extrêmement seul. Et d'écouter des podcasts, d'écouter des femmes et des couples qui passent par là, moi, je sais que ça m'a fait me sentir un peu moins seule. De me dire, je suis pas toute seule et il y en a d'autres qui comprennent. Et ça, c'est important. Merci Marlène. Profite de ta famille, vraiment. En effet, ça passe vite. Donc, Oui, c'est comme tu vas pouvoir savourer chaque moment, chaque étape où elle va grandir. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour les mois et les années à venir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Marlène. Au revoir Flavie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses,
rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.